dans Reportage VIP et plus globalement chez RVVS. On a accueilli le projet avec passion, avec joie. Moi j'ai toujours laissé ma porte ouverte et j'ai toujours dit que dès qu'il y aurait un projet sport handicap, je le suivrais. Bonjour Jonathan. Oui, bonjour. Parle-nous-en. Donc j'essaye de monter dans la commune des Mureaux un club de basket handisport. Dans l'équipe que j'essaye de mettre en place, les filles peuvent aussi jouer avec nous, il n'y a aucun problème. Et il peut y avoir un quota de 3 valides. Donc si par exemple il y a des personnes en situation de handicap ou des valides, filles ou garçons, qui veulent venir jouer dans la limite des 3 places disponibles, qui n'hésitent pas à me contacter, il n'y a aucun souci, je serai ravi de les accueillir dans l'équipe. Un numéro de téléphone ? C'est le 06 50 59 90 51. Bonjour et bienvenue à tous, vous écoutez Reportage VIP comme tous les samedis de 13 à 14h sur RVVS 96.2 FM, aussi sur internet au www.rvvs.fr, sans oublier la page Facebook de la radio. Un bonjour à Florent qui est à la régie aujourd'hui. Eh oui, bonjour à tous, c'est Reportage VIP, rencontre, l'OFCM. Ça ressemble à un match de foot, mais c'est surtout pour accueillir notre équipe locale. Voilà, tout à fait. Aujourd'hui, donc, une émission consacrée à l'OFCM, l'Olympique Football Club Les Mureaux. Pour en parler en direct, nous avons avec nous la présence du président du club, Jean-François Mendy. Nous avons également le vice-président Frédéric. Et nous avons également le président de la radio, Jeff. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Donc, Jeff, je crois que tu voulais dire un petit mot sur Oui, le club des Mureaux. Voilà, un petit mot. Je tenais à être là parce que je suis muriotin de longue date. Sportif dans le football surtout, et voilà, je voulais quand même tenir à être là pour saluer la présence du président, du vice-président de l'FCM, et puis leur tirer un coup de chapeau pour le travail effectué sur la ville des Mureaux, parce que quand on parle de football, vous savez que c'est un sport populaire, il y a beaucoup de jeunes des quartiers qui sont là, qui sont à ce club, et chapeau. Pourquoi ? Parce qu'il y a un encadrement. Moi je le vois, je vais régulièrement au stade, je vois un encadrement en général encadré par des jeunes aussi, animateurs qui sont là, qui sont sérieux. Il y a une discipline, il y a une motivation, il y a voilà, et quand c'est l'image de la ville des Mureaux, c'est l'image que nous essayons de projeter un peu à l'extérieur. Vous savez que quand on parle des Mureaux, c'est toujours en négatif. Alors le sport, ça sent que les Mureaux, c'est la ville la plus sportive des Yvelines depuis 3 ans je crois. Voilà, donc avec tous ces champions, eh bien voilà, l'école de football, l'équipe première, tout ça, c'est une grande famille. Et puis chapeau à vous. Le parcours, tout à l'heure vous en parlerez, de la Coupe de France l'année dernière, voilà, c'était une belle aventure. Tout le monde a adhéré, et malheureusement les hautes instances, moi je le dis en tant que président, les hautes instances du football, quand on parle aussi de la ville des Mureaux, on veut disputer notre rencontre sur notre ville, on nous met des petits bâtons dans les roues parce que on a peur de la sécurité, on a peur de la délinquance, etc. Et puis on est obligé d'aller jouer sur un terrain extérieur. Donc voilà, ce sont des petites choses. Je vous laisser donc parler de cela. En tout cas, merci à vous d'être là, et puis chapeau pour le travail que vous faites. Il était temps aussi, c'est vrai que l'équipe de foot des Mureaux existe depuis très 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 longtemps, mais l'OFCM, voilà, c'est parti avec de nouvelles bases, avec une nouvelle structure qui maintenant est reconnue, et puis je pense que, j'en suis même sûr, que vous irez loin. Merci à vous. Merci. Donc pour débuter cette émission thématique, nous évoquerons les montées successives du club qui est passé du niveau excellence en district en division d'honneur en Ligue régionale. En seulement 4 ans, nous parlerons également du beau parcours de Coupe de France de l'année précédente. Nous verrons ensuite les incidences créées par ces 4 montées successives au niveau du recrutement, de la taille des stades notamment, l'amélioration des infrastructures, sans oublier l'avenir et les ambitions futures du club. Puis nous parlerons des raisons qui ont fait la réussite de ces montées successives, l'état d'esprit au sein du club, ainsi qu'une présentation des partenaires et de l'effectif du club. Enfin, nous terminerons par la transmission des valeurs à travers le club, avec notamment la mise en place d'un centre de préformation et l'évocation du partenariat avec le stade Malherbe de Caen. Durant cette émission, vous pourrez également retrouver la rubrique Actualité avec le tournoi 2013 de la jeunesse européenne qui se déroule à Meulan dans le cadre du comité de jumelage de la ville.
Voilà pour le sommaire et on part tout de suite sur la première partie de l'émission avec la Coupe de France, Laurent. Et oui, on part tout de suite sur la Coupe de France. Pour le grand public, la Coupe de France commence au mois de janvier lors des 32e de finale. Souvent, le sportif devant sa télé. C'est également le plaisir français de l'art de la table. On regarde la Coupe de France en janvier quand il fait froid. Mais c'est une compétition qui regroupe plus de 6000 clubs nationaux. Quand et comment se prépare cet événement national pour un club tel que l'OFCM? Est-ce que ça se prépare avant? Sûrement. Oui, ça se prépare même largement avant, puisque logiquement, alors pas nous cette saison, mais les saisons passées, ça commence aussi début juin. Le premier tour est en juin, donc c'est un an pour ceux qui arrivent jusqu'au bout. En général, c'est pas le cas, mais c'est très très long. Et puis après, c'est énormément de déplacements à partir de septembre pour passer chacun des tours. Le 3 est jusqu'au 5e tour. Puis progressivement, ça part de septembre à octobre, donc 2 tours sur 2 mois. Et ensuite, jusqu'à décembre, c'est le 7e tour. Ça fait énormément de déplacements, quand même. On se promène pas mal, oui. On se promène pas mal, mais c'est vrai que c'est au niveau régional. Donc on est assez habitué à se déplacer dans les régions. C'est vrai qu'à partir du 7e tour, par contre, on peut aller en région... par exemple, l'an dernier, on est allé à Léquin dans le Nord, un déplacement assez sympa. Mais c'est vrai que jusqu'au 6e tour, c'est la région. Après, on va un peu plus loin. Et est-ce qu'il y a une atmosphère différente quand on joue la Coupe de France pour l'encadrement, dans les vestiaires, entre les joueurs? Parce que, en tout cas, du côté du grand public, ce type de compétition nationale qui regroupe tous les niveaux, c'est un sentiment, un capital sympathie hors norme en France. Et est-ce que ça se vit à travers un club, dans la vie du club, ce genre d'événement? Ça se vit complètement. On a tous envie de la jouer, cette Coupe de France. On l'a tous plus ou moins joué au moins une fois. On a toujours fait un petit tour, parce qu'on a tous joué à un niveau qui permettait de faire au moins un tour. Et c'est vrai que de pouvoir en faire 5, 6, 7, 8, c'est génial. Alors après, nous, on aimerait bien en faire un 9, 10, 11. Mais pour l'instant, c'est vrai que l'ambiance est différente dans les vestiaires. Les maillots, on joue pas avec nos maillots, on joue avec les maillots qui sont fournis par la fédération. Donc on a les mêmes maillots que les joueurs professionnels un petit peu plus tard. Ça c'est un vrai plaisir. D'ailleurs les joueurs aiment bien nous demander est-ce qu'on peut récupérer les maillots à la fin de la saison. Alors pour ceux qui sont sages, parfois on partage. Voilà. La Coupe de France, on a eu un 8e tour de Coupe de France face au FC Metz à Mantes-la-Ville le 9 décembre 2012. Une performance historique car le club n'avait jamais atteint ce stade de la compétition de mémoire. Quelle était l'ambiance pour préparer ce match? Parce qu'on ne peut pas préparer un 8e tour de Coupe de France sans émotion. Ça a dû galvaniser... Je confirme, on dort pas beaucoup. On dort pas beaucoup parce qu'il y a du stress dans la préparation. Surtout qu'en plus on jouait pas chez nous et qu'on s'est même battu devant le CNOSF pour venir jouer chez nous, ce qui n'a pas été fait. Donc ça a été très long. Très long, c'est 15 jours, mais c'est 15 jours qui vous paraissent 6 mois. Et puis après, c'est beaucoup de choses parce que plein de gens veulent acheter les tickets, faire en sorte que les bus soient là, tous les supporters viennent au stade pour savoir qui va jouer, quand, etc. Il y a même du monde aux entraînements parfois, donc c'est vrai que c'est un gros stress. Et après, c'est pas facile pour l'équipe dirigeante parce qu'il faut justement concentrer les joueurs, concentrer les gens autour. C'est pas évident, mais c'est génial, on adore ça. Et en face, en plus, c'est le FC Metz, c'est toute une histoire, le côté historique du football, quand on reprend, et vraiment un club de formation. Quand on pense à des gens comme Sylvain Castendeutsch ou Joël Muller, c'est vraiment des gens humains avant tout. Et donc ça fait preuve également d'histoire. On joue contre un club historique qui c'est dur à appréhender. Non ? Ah, c'est pas facile, ouais. On doit refaire le match avant de l'avoir joué même. Ouais, je pense qu'on le joue 10 fois, 15 fois, 20 fois avant. On a envie, même nous sur le bord de la touche. Bon, je pense qu'on aimerait bien mettre un short et des crampons pour ce match-là, mais on est un petit peu trop vieux maintenant. Mais c'est vrai que c'est génial parce qu'en plus ils ont joué avec leurs couleurs, le grenat, une couleur qu'on aime bien aussi chez nous. Et c'est vrai que c'est un moment très 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 particulier pour tout le monde. Ouais.
Quelle image gardez-vous de cette épopée au cours de cette compétition nationale ? Je suppose qu'il y a de la fierté, de l'honneur, du plaisir, de l'humilité, car il y a un travail quotidien qui demande la plus grande exigence. Également, un symbole fort pour galvaniser tout un esprit dans la ville des Mureaux. C'est fédérateur, un événement comme C'est celui-là. génial, je crois que le meilleur moment, en fait, c'est... Allez, 5... Je sais pas combien de temps ça dure exactement, mais entre 5 et 10 minutes, où vous avez tous les supporters qui sont tous debout devant les joueurs, qui applaudissent les joueurs alors qu'on a perdu. Les joueurs du FC Metz qui sont à côté, qui attendent parce qu'ils sont dans le règlement obligés d'attendre pour faire une haie d'honneur. Et les joueurs n'ont pas envie de partir, et on n'a pas envie de partir du terrain, on n'a pas envie de partir du stade, parce qu'on a passé des super moments. Donc c'est ce moment-là, et puis les supporters nous aident tout le temps. Alors quand on peut leur donner un peu de sourire, un peu de plaisir, quand ils chantent et qu'ils s'amusent, ça nous fait aussi beaucoup de bien. En plus, vous avez la fierté d'avoir réalisé un match quasiment équilibré avec le FC Metz. C'est quand même pas rien. Donc il y avait aussi cette fierté-là, je suppose. Oui, c'est génial ça, mais c'est plus pour les joueurs et l'encadrement technique et pour les supporters. Nous, on est dans l'organisation, mais on a, nous, le plaisir que les joueurs soient fait plaisir sur le terrain, parce que je pense qu'ils l'ont fait, et que nos supporters soient heureux. Et puis aussi tous les gens qui nous accompagnent toute l'année étaient là. On avait énormément de monde de la ville, mais aussi de la Ligue, du district, tous ces gens qui sont autour du football et qui viennent nous voir, c'est génial. Et ce n'est pas le seul succès de l'OFCM, car il faut souligner le travail en profondeur qui a été effectué, et porteur notamment, avec 4 montées successives en division supérieure. Comment le club a réussi à absorber puisque faut pouvoir accumuler un certain niveau pour passer à l'échelon supérieur, à absorber ces 4 montées successives d'année en année, tout en s'adaptant au niveau des échelons. Oui, alors on a tendance à dire 4, mais moi je vais vous dire 6. 6 montées, parce qu'on a quand on a repris le club, donc avec Jean-François, on avait quelques difficultés d'organisation et d'administration et de sportifs. Et c'est vrai qu'on a eu 2 montées successives refusées. Parce que la première, parce qu'on n'avait pas d'arbitre, donc ça c'est notre faute. C'est aussi à nous de pouvoir gérer et former des arbitres pour le district. Donc ça nous a... C'est une sanction qui a été difficile, mais bon, on l'a encaissé. La deuxième, on ne demande pas, parce qu'on prend... il y a un système de fair play dans le district du football, et on prend un carton jaune à la 65e minute contre le PSG qui devait monter à ce moment-là en Ligue. Et là, là tout s'écroule. Et puis après, c'est les montées successives. Mais je pense que ces 2 montées qui n'ont pas eu lieu, en tout cas par rapport à l'industrie, ça nous a aussi permis de nous renforcer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... tout peut nous tomber dessus, on sera toujours debout. Et ça, c'est un truc génial pour nous, parce que je pense que ça, quand toute la saison, les joueurs font tout pour monter, qu'ils ne montent pas, après, c'est à nous de remonter. C'est justement ces gens-là pour qu'ils repartent la saison suivante. Et c'est ce qui s'est passé. Et je crois que cette dynamique a permis de tout faire avancer. Et puis après, quand on parle de sportifs, la chance qu'on a, c'est qu'on a quand même une grande ville, avec énormément de jeunes joueurs qui adorent le football, qui jouent partout dans la rue, qui jouent dès qu'il y a un peu de ballon. Donc c'est aussi, on a un potentiel de joueurs. Maintenant, il fallait les encadrer, les amener vers cette capacité à jouer à ce niveau-là, et ça a été plutôt bien fait. Un mot également sur Michel Platini. On va partir en musique avec Dionysos Platini, justement, qui rend honneur à Michel Platini. C'était un grand joueur. Est-ce qu'il vous a fait rêver ? Moi, 78, j'avais 6 ans. C'est la première fois que je regardais du football, hein. Donc forcément, quand vous voyez un mec qui fait tout ce qu'il veut avec un ballon, vous grandissez avec ce genre de joueur. Il y en a d'autres qui nous ont fait rêver après, mais celui-là, c'était pas mal pour commencer. Ouais. On en a un deuxième aussi qu'on va écouter bientôt sur RVVS. C'est Reportage VIP, mais tout de suite, c'est Dionysos Platini, et on retourne aux actualités. Puis, pourquoi l'avenir, comment est-il fait avec l'OFCM ? Quel sera l'avenir avec l'OFCM ? On va tout savoir de Reportage VIP. Enfin, une partie. Tout de suite, Platini.
De retour dans les studios de RVVS pour la rubrique Actualité. Et dans l'actualité cette semaine, il y a également du sport et du football, puisque la ville de Meulan en Yvelines organise avec le soutien de l'Office franco-allemand pour la jeunesse et des Yvelines un tournoi de la jeunesse européenne de football dans le cadre du comité de jumelage de la ville. Donc seront donc invités des jeunes de 13 à 15 ans des villes européennes jumelées à Meulan, Arraiolas au Portugal, Kilsyth en Écosse et Taufkirchen en Allemagne, en partenariat avec le club de Meulan, le CNMS. Ce fameux tournoi se déroulera les 5 et 6 octobre avec un coup d'envoi qui aura lieu aujourd'hui à 13h30 au stade de Meulan. Demain auront lieu la petite finale, un match ludique jeune entraîneur et en point d'orgue forcément la finale. La remise des récompenses aura lieu à 18h30 à la salle de la Bergerie de Meulan en Yvelines. Dans le cadre de ces rencontres, se sont aussi déroulées hier de 14h30 à 16h30 une rencontre entre les jeunes européens et les jeunes du collège Henri IV de Meulan au cours d'une course d'orientation commune. Pendant leur séjour, les jeunes ont également été hébergés dans le domaine du château de Jambeville et des visites à Paris et Meulan ont été organisées. N'oubliez pas donc, rendez-vous à 13h30 à Meulan pour la petite finale du tournoi de football qui aura lieu demain, donc organisé par le CNMS. Donc retour maintenant sur la thématique du jour avec l'OFCM, incidence et avenir, et on va notamment parler de l'entraîneur de l'équipe, Dominique Gomis. Parlez-nous-en, c'est quand même un peu grâce à lui aussi que les montées successives ont pu avoir lieu et qu'il y ait eu un aussi bon parcours en Coupe de France. Alors pour les montées successives, non, parce qu'il est arrivé, on était déjà en DH. Mais pour la Coupe de France l'an dernier, oui, effectivement, il nous a amené un gros travail. Et puis Dominique, c'est aussi un enfant de la ville, comme on peut l'être. Donc c'est aussi, il connaît tous les joueurs, il connaît du petit U10, U6, U7 jusqu'aux vétérans, il connaît tous les joueurs, il sait comment faire. Et puis il a vécu lui une très belle carrière au niveau national, donc ça nous aide aussi nous beaucoup pour se structurer. Et puis il aime le football quoi, comme nous, donc ça c'est une bonne chose. Donc un entraîneur d'expérience finalement. Beaucoup d'expérience, énormément d'expérience, diplômé, et puis qui aime ce qu'il fait, donc et qui aime le faire au Muro. Donc ça c'est génial. Dans le monde du football aujourd'hui, les entraîneurs sont pas toujours viennent plutôt pour profiter un petit peu. Là on est plutôt dans l'inverse, c'est nous qui profitons beaucoup de Dominique, et ça nous fait beaucoup de bien. Donc 4 montées successives d'année en année, cela crée forcément une émulation autour du club, au sein de la ville et même en dehors. Comment arrivez-vous à gérer cette partie pour conserver un niveau d'excellence et de qualité pour stabiliser le club ? Il y a un gros travail de formation des éducateurs, un gros suivi. C'est vrai qu'on est passé aujourd'hui à environ 550 licenciés, ce qui est énorme. 300 sont sur l'école de foot, c'est-à-dire jusqu'à 13 ans. Donc ça c'est très compliqué. Alors on s'appuie aussi sur les organisations comme le district ou la ligue ou la fédération qui nous aident beaucoup. Là on a la chance cette saison d'être labellisé pour l'école de foot, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de clubs. Donc c'est un label de la fédération française, donc vous avez énormément de critères sur comment vous gérez les enfants, le nombre d'éducateurs, le nombre d'éducateurs diplômés, etc. Donc ça c'est très important. Alors, c'est une bonne nouvelle parce qu'au mois d'octobre on va recevoir ce label. Donc on va organiser une petite fête au stade avec les enfants, et puis j'espère que vous aurez l'occasion de venir nous voir, poser quelques petites questions, ce sera avec grand plaisir. Et puis on a enfin ce label de l'école de foot, et ça c'est une très bonne chose. Ensuite, par rapport à ces performances, certains postes ont besoin d'évoluer. La taille du stade, le budget, le nombre de joueurs, la gestion des demandes, l'utilisation extérieure notamment, l'amélioration des infrastructures. Rien que le site web, ça fait preuve aussi, on est obligé de le faire évoluer. Quand on monte successivement, c'est pas un besoin immédiat, mais d'un point de vue sollicitation extérieure. Et pour la création d'un budget, ça va avec. Oui, vous avez l'obligation de communiquer. Donc c'est vrai qu'il y a le site web. On a depuis cette année un compte Twitter, on a un compte Facebook officiel qui nous permet justement de distiller les informations. On a aussi un outil de gestion de SMS qui nous permet aussi d'informer nos socios, puisqu'on a un petit club de socios au travers des SMS. Donc c'est vrai qu'on aime aussi montrer qu'il y a des gens qui travaillent et qu'il y a des résultats, donc ça on aime bien.
Est-ce que toutes ces sollicitations après ces montées successives, ces épopées, n'ont-elles pas puisé beaucoup d'énergie au sein du club, ou sentez-vous au contraire que ça permet de créer une vraie cohésion de club? C'est une vraie famille. Je pense que c'est une vraie famille. Je pense qu'on a la chance de tous avoir envie de réussir quelque chose. Et c'est ce qui nous motive de le faire ensemble. On n'est pas toujours d'accord, mais on s'entend bien. Et on s'amuse bien, en fait, même si c'est beaucoup de stress, de bouger autour de plein de choses. C'est quand même un vrai plaisir, quoi. Pour l'avenir du club, justement, quelles sont vos ambitions de fin de saison et à moyen terme? On va dire à 2 à 3 ans. Alors l'ambition, si on parle de l'équipe première, c'est de s'installer au niveau CFA et CFA2. Alors CFA2 d'abord, puis après peut-être CFA, mais de vraiment s'installer, de se positionner à ce niveau-là. Il y a quand même un niveau, le 4e et 5e niveau national, donc c'est important pour nous. Après, on a aussi énormément de choses qu'on veut faire au niveau des jeunes, parce que c'est important. Alors on a un centre de préformation qui existe maintenant depuis presque 8 ans. Qui nous permet justement de recadrer une vingtaine de jeunes par rapport à l'éducation, mais aussi par rapport au football. Donc ça, c'est un point important. Cette année, on a pris une décision de créer une école de gardiens pour les petits. Donc l'idée, c'est de démarrer sur des enfants à partir de même 7-8 ans, et puis d'aller jusqu'au ce qu'on appelle les U17, avec une vraie école de gardiens, avec des entraînements spécifiques pour les gardiens, même pour des enfants de 13-14 ans. Donc ça, c'est des choses qu'on est en train de mettre en place. Alors ça ne tourne pas encore comme on le voudrait, mais c'est des choses qu'on va mettre, qu'on va commencer à mettre en avant, parce que les gardiens, c'est important aussi. C'est une bonne chose. Et justement, cette effervescence au niveau de l'équipe A avec les montées et aussi l'épopée en Coupe de France crée aussi une émulation au niveau des équipes de jeunes qui... Bah oui, parce que les jeunes, ils ont envie de jouer à un bon niveau. C'est-à-dire que quand ils viennent au stade et qu'ils voient notre équipe première évoluer, ils ont envie d'être sur le terrain. Et ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, où on avait énormément de joueurs qui partaient à Mantes, à Poissy. Voilà, Dominique est un exemple. C'est un joueur qui était hors norme à cette époque. Pour avoir joué avec lui, on n'était pas sur la même planète football. Et c'est vrai que derrière, il avait une limite en termes de qualité de jeu, de qualité d'entraînement, d'organisation. Donc il est parti à Poissy, justement pour ça. Et aujourd'hui, nous, on ne veut plus qu'il y ait d'autres Dominiques qui partent à Poissy ou à Mantes. Il faut qu'ils restent au Muro, qu'ils continuent leur progression. Et c'est vrai que si vos jeunes jouent un petit peu en district, un petit peu en ligue, les enfants n'ont pas forcément envie de rester. Et puis après, l'équipe première, ça doit vous faire rêver, vous donner envie aussi d'y aller. Vous avez également des flux de joueurs en division d'honneur sur les périodes réglementées, la période dite des transferts. Comment agissez-vous? Comment se font ces transactions? Quelle est la stratégie? Est-ce que vous allez faire du visionnage? Vous avez quelquefois surveillé, observé des joueurs dans la région? Comment ça se fait au niveau local et régional? Si vous voulez, on a bien entendu, on a la chance déjà d'avoir Dominique, qui a une connaissance, du football, que ce soit au niveau national. Et c'est une personne aussi qui, quand il a son week-end, il a son samedi, ce samedi de libre, il va voir des matchs de foot. Et par ce biais-là, ça nous permet à nous justement qu'il ait un œil déjà sur des futurs ou des potentiels joueurs qui peuvent venir nous rejoindre. Puis après, nous aussi, on a quelques contacts avec, que ce soit certains clubs directs, des clubs qui sont, en dessous du nôtre, pour pouvoir, quand des fois il y a des joueurs de qualité dans des clubs qui sont, en dessous, pour pouvoir les récupérer au Muro, quoi. Voilà. Et l'avenir du club, tel que l'OFCM, ne passe-t-il pas par la formation? L'Île-de-France a quand même un bassin de 15 millions d'habitants. On a un vivier extraordinaire en France. Et en Île-de-France surtout. Sur 64 millions d'habitants. C'est vrai qu'on a un bon vivier. Mais de toute façon, ça passera par les résultats. Aujourd'hui, comme l'a dit Fred tout à l'heure, on a la chance maintenant d'avoir l'équipe première en DH et d'avoir toutes les équipes en niveau ligue. Ce qui permet automatiquement d'attirer tous les joueurs de talent du Vexin.
qui, aujourd'hui, on espère être le club phare des Yvelines dans quelques années. Et puis, automatiquement, les meilleurs joueurs viendront chez nous. Et oui, les sorties de la région va commencer par le 13 octobre 2013, à partir de 17h au musée départemental Maurice Denis à Saint-Germain-en-Laye. Vous pourrez assister au concert de Kotaro Fukuma. Ce programme fait la part belle à la musique française du temps de Maurice Denis avec des œuvres de Claude Debussy, Gabriel Fauré, Setti. Kotaro Fukuma vous rend hommage également à deux artistes ayant vécu en France, Chopin et Stravinsky. C'est au musée départemental Maurice Denis à Saint-Germain-en-Laye. Le concert est le dimanche 13 octobre 2013 à partir de 17h. Réservez votre date. 6 octobre 2013, les foulées olympiques prennent place à la base de loisirs de Verneuil. Alors ça aussi c'est du sport, c'est de la course à pied, Guillaume. Et oui, tout à fait, et c'est organisé en partenariat avec la ville des Mureaux. Donc soyez présents demain, c'est sur la base de loisirs de Verneuil pour un 10 km. Le 11 et 12 octobre 2013, les Staminais de Magny-les-Hameaux accueillent le Food Rock, les anciens de Noir Désir, Deportivo, Bukowski, Ultra Bernard, Novels, The Probs seront présents sur le festival. Punk, rock, hard rock, metal, le Food Rock marque l'événement ce week-end. Et c'est à Magny-les-Hameaux. Allez-y, n'hésitez pas. Samedi 5 octobre 2013 à partir de 19h30 à la Flèche d'Or à Paris, The Boxer Rebellion vous offre un joli concert, naturellement. Le groupe formé en 2001 revient avec Promise dont la sortie est prévue fin novembre. Des sonorités rock sont prévues. Rappelons que ce groupe a fait la première partie de The Killers notamment. On va terminer les sorties avec le 12 octobre 2013. La Dame de Canton accueille le lancement du Mégaphone Tour. À partir de 17h30, vous pourrez découvrir ce concept grâce à un showcase, projection de vidéos et clips, des DJ présents sur place qui vont vous faire également apprécier la musique électronique. Véritable outil d'aide au développement et à la mobilité d'artistes émergents, le Mégaphone Tour propose une tournée d'une douzaine de concerts sur 3 semaines dans des conditions professionnelles et des lieux alternatifs. Notamment cette année Mel, artiste pop, rock, pas très loin du punk, Nicolas Jules K et son projet hybride entre terroir français et rock alternatif, Igit aux musiques blues nord notamment. Les régions françaises sont réparties sur 4 territoires, le nord-est, le nord-ouest, le sud-est et le sud-ouest pour ce Mégaphone Tour qui nous promet encore une année formidable. Le Mégaphone Tour l'année dernière s'était achevé à Paris, notamment en partie. Là, le lancement aura lieu à Paris et il va se délocaliser sur les différentes régions. C'est un beau symbole que les régions font aussi quelque chose de formidable. Il y a une vraie motivation dans les régions et ça, Paris n'est pas le centre de la France et c'est donner, déployer les qualités qu'il y a en région. Tout de suite, on va écouter Kali. Il vient aussi de la région de Perpignan, Kali, et il va nous chanter Cantona. Cantona. Est-ce que Cantona, Eric Cantona, vous a fait rêver, justement? Rêver, oui. Rêver, oui, parce qu'il a d'abord allé chez les Anglais, leur expliquer ce que c'est que le football, c'est une bonne nouvelle pour nous. Et puis c'était un fou, et c'est quelqu'un qui était, qui est toujours d'ailleurs, je pense, un peu fou, et qui donne envie de jouer, envie de s'éclater sur un terrain. Ça, c'est des joueurs comme ça, vous les regardez, vous dites, bon, je vais remonter le col, et puis on va essayer de faire le malin aussi sur le terrain, quoi. Donc non, c'est pas toujours un très bon exemple pour les enfants, ça c'est sûr. Mais un gagnant, un battant, et puis il a marqué des buts d'un autre monde. Nous on en met un dans notre ville, lui on en a mis des centaines, voilà. C'est quelqu'un d'entier. Ah oui, plus qu'entier, je vais dire. c'est clair. Et là, Kali va chanter notamment ce but qu'il a mis contre Sunderland tout de suite dans Reportage VIP sur RVVS, 96.2 FM, www.rvvs.fr. Kali qui chante Cantona et
on retrouve l'OFCM dans Reportage VIP. De retour dans les studios de RVVS 96.2 FM, on vient d'écouter Kali qui sera le samedi 12 octobre à la salle Jacques Brel de Vernay-les-Bains, donc à 20h45. Voilà. Donc on repart tout de suite sur la troisième partie de l'émission avec les raisons de la remontée successive et l'épopée en Coupe de France. Donc quelles sont pour vous les principales raisons structurelles et conjoncturelles de ces performances réalisées par l'OFCM ces 4 dernières années? Je pense surtout qu'on a eu la chance aussi d'être aidé par la mairie des Mureaux. Faut savoir que ce soit M. Garret ou le service des sports et des associations nous a énormément aidés, soit par rapport à des relations avec des institutions comme le CNDS, comme le Conseil général, le Conseil régional, mais aussi nous a aidés en nous mettant parfois en relation avec le Pôle emploi, parfois en relation avec différentes entités autour de nous. Et puis on a la chance d'avoir un stade qui est quand même un beau stade, c'est un grand stade. On a depuis ces 7 dernières années eu un terrain synthétique tout neuf, donc ça c'est pareil, vous pouvez vous entraîner toute l'année. C'est quand même une bonne chose. On a maintenant un nouveau terrain d'honneur qui a été refait en début de saison. Donc on va avoir une
très très belle pelouse et un terrain un peu plus large à partir d'ici une quinzaine de jours. Donc ça aussi, c'est des choses qui sont bien. Les vestiaires ont été repeints, ont été mis aux normes, puisqu'il y a des normes à respecter aussi sur les stades qui sont parfois, je trouve, un petit peu, pour pas dire débile, complètement sans sens, qui coûtent de l'argent. Donc c'est vrai, quand on a la possibilité d'avoir le support des institutions, c'est toujours une très très bonne chose. On a eu la chance aussi d'avoir la possibilité d'avoir des employés à plein temps. Donc on a eu une personne qui s'appelait Rally Zouer qui nous a aussi soutenu le club pendant des années parce qu'il a su être là à plein temps. Donc ça, c'est aussi des choses qui nous ont beaucoup aidés. Et puis voilà, on communique beaucoup avec les gens du service des sports, ce qui nous permet de bien structurer les choses et d'avancer. Et on sent que l'état d'esprit au sein du club permet également la coordination, car les membres sont tous tournés vers un objectif commun qui est l'excellence. Ça aussi, parce que quand on n'a pas de projet commun, c'est difficile d'avoir un groupe soudé et cohérent, tourné vers où ? On ne sait pas, puisque le projet n'est pas fixé. Oui, je crois que on était tous d'accord dès le début, il fallait faire quelque chose de grand. Et ça a donné envie sûrement aux gens de venir avec nous et de faire des choses qui n'étaient pas forcément très agréables, mais qui devaient être faites. Et voilà, c'est vrai qu'on déplace des montagnes quand on a tous envie de faire des choses différentes. Donc, Et ça peut créer quelquefois des clivages. Si la feuille de route n'est pas fixée, chacun va choisir la sienne. Oui, je pense que c'est un consensus à la base, pour se dire on va essayer de faire les choses, mais bien. Voilà, on va essayer de faire les choses bien. Après, on a fait des erreurs, on n'a pas forcément toujours été sur le bon chemin. On s'est souvent vite rattrapé parce qu'on s'est aperçu que ça allait pas. Et puis après, du coup, les gens se disent oui, effectivement, c'est bien. On a énormément de gens qui reviennent au club. Il y a des anciens qui sont partis pour plein de raisons, parce que ça leur correspondait pas, parce que ça leur plaisait pas. Les gens reviennent. On a des supporters qui viennent, qu'on n'avait pas vus depuis 15 ans, 20 ans au stade, et qui reviennent voir les matchs, qui s'accrochent un petit peu avec nous. Donc ça, pour nous, c'est aussi ça la réussite du club. C'est les victoires, les montées, c'est top, c'est génial, mais il y a aussi le fait qu'on voit des gens que nous, on ne voyait pas depuis très très longtemps au stade. Et ça, c'est important, puisque ça fait partie aussi des valeurs de l'OFCM. Ça n'appartient pas qu'une seule partie, mais tout le monde peut être adhérent au projet. Voilà, on n'a pas de... On n'est pas fermé on n'est absolument pas fermé. On a des gens d'horizons différents, des gens qui ont envie de faire des choses différentes. On a des gens qui ont des idées différentes. On les écoute, ces idées. On voit si on peut les appliquer, si on en a les moyens parfois. Et est-ce que tout le monde peut comprendre ces idées-là aussi ? Parce que quand vous avez une idée un peu farfelue, c'est pas toujours évident que les gens vous suivent pour ce genre de choses. Mais non, je crois qu'on a la chance d'avoir des gens autour de nous qui n'ont pas peur de mettre les mains dans le cambouis et puis de se jeter, quoi. La revue d'effectifs, est-ce que c'est possible de la faire avec Guillaume ? Est-ce que c'est aussi rendre hommage aux joueurs qui font l'événement, en tout cas les joueurs de l'équipe première ? Voilà, tout à fait. Et peut-être commencer par les gardiens, qui sont quand même très importants pour une équipe de football. Stéphane Préra, c'est le gardien. Tony Dumont, Jean-Joël Gatta. Ensuite, les défenseurs. Donc effectivement, défenseur Alakana Camara, Samba Traoré, Sofiane Boussena. Je vous arrête parce que là, on est sur l'effectif de l'année précédente. On est sur l'effectif de la Coupe de France du match contre Rouen. Voilà. Ou de l'année d'avant, mais c'est plus du tout l'effectif. Il a énormément changé. 2012-2013, c'était la saison. C'était l'effectif. De la saison dernière, c'est ça. C'est pour ça on a gardé l'équipe de l'an dernier de la Coupe de France, d'accord. Mais on tenait à les féliciter. Oui, vous avez raison. Donc ensuite, Bala Diarra, Boubacar Sy, Christophe Mendy, Franz Chonang, Hernander Costa Santos, Nicolas Benichou. Au poste de milieu de terrain, Florent. Junior Baoua, Guillaume Galtier, Julien Aouar, Kevin Meunier. N'est-ce pas de la famille à Teddy Meunier ? Et son jeune frère. Ensuite, Davy Mafuta, Maxime Neza, Sébastien Bouvier, Sadibou Silla, Bakary Fati. Et pour les attaquants, donc Christopher Gomis, Teddy Meunier, Kwabena Toumassi,
Tabar, Mendy et en coach Florent. Dominique Gomis. Voilà, ça c'était la revue d'effectifs pour la saison 2012-2013 chez les seniors. On tenait en tout cas à citer tout cet effectif qui nous a fait rêver également en tant que supporter des Mureaux et du club de foot. Comment font les joueurs pour coordonner les entraînements ? Est-ce que c'est des joueurs professionnels, semi-professionnels, amateurs ? Complètement amateurs. Ils vont travailler la journée et le soir ils viennent jouer au foot. Donc c'est des longues journées pour eux aussi. Sachant que c'est 3 entraînements par semaine. Donc c'est un investissement important aussi pour eux dans leur vie de tous les jours. Et la fréquence d'entraînement pour les seniors par exemple, c'est combien de fois par semaine s'entraîner ? 3 fois par semaine. Est-ce que c'est important pour l'équilibre du club que cela impacte l'entraînement a un impact fort pour les résultats, je suppose. Plus on s'entraîne, logiquement, plus techniquement, on est au mieux. Non ? Ah oui, c'est sûr. Si vous le regardez à la télé, vous n'allez pas être meilleur. On peut espérer, il y en a qui ont essayé. Mais il y a peu de chances que ça marche. Il faut mouiller le maillot, il faut transpirer, il faut taper le ballon et le retaper et le refaire. Si vous avez l'occasion un jour, venez voir, là, il y a une séance pour les attaquants spécifiques où il y a énormément un spécifique attaquant où là les attaquants se font plaisir devant le but et il y a des sacrées séances à voir et c'est assez impressionnant. Justement, les spécificités, les entraînements liés aux différents postes, attaquant, milieu de terrain, où il faut beaucoup plus de créativité, de technique, juste qu'à la passe décisive. L'entraînement du gardien, on spécialise de plus en plus, on fait du sur-mesure par rapport à la psychologie des joueurs, par rapport au poste. Est-ce qu'on avance, on tend de plus en plus vers cela ? On a un entraînement global, mais après on spécialise selon les postes ? Ah oui, c'est super important parce que les gardiens progressent entre eux. Donc ça, il faut qu'ils soient avec un entraînement spécifique. C'est vrai que les défenseurs et les milieux ont aussi un travail un petit peu différent des attaquants. Donc il y a énormément de positionnement tactique aussi pour ces joueurs-là. Et puis après, les attaquants, il faut qu'ils soient devant le but efficace. Travailler leur déplacement d'une certaine manière. Donc c'est vrai que chaque joueur, en tout cas à chaque poste, doit avoir un travail bien différent. Ensuite, une vision long terme permet de contribuer à cette réussite. On l'a évoqué pour la bonne gestion des montées successives. Avez-vous mis en place une feuille de route claire, commune, pour sécuriser les développements du club en interne, mais également garantir le suivi du projet par les partenaires externes ? C'est important de rassurer toutes les sollicitations extérieures, de dire on a un projet, on croit en ce qu'on a mis en place, qu'on met en place sur 5 ans, et il faut nous accompagner, on veut aller là. Oui, alors en fait, on a l'obligation avec la DDJS, qui est la direction départementale jeunesse et sport, d'avoir un projet associatif alors ça s'appelle une Olympiade. Donc là, par exemple, on est sur l'Olympiade de 2013 à 2016. Donc vous devez présenter votre projet sur les 4 prochaines années. De ce que vous allez faire, comment vous allez faire, quel type de structure, comment vous allez récupérer des sponsors, comment vous allez structurer les éducateurs, quels sont vos objectifs. Donc ça nous permet, nous, effectivement, d'avoir cette préparation sur 4 ans, d'avoir ce dossier et de pouvoir se dire, voilà, cette année on fait ça, cette année on fait ça, cette année on fait ça. Donc on sait où on veut aller. On sait que cette année on voulait ouvrir une section féminine. On a une équipe féminine de 13 ans, des U13. Donc on avait décidé ça il y a 2 ans. Voilà, c'est fait. Alors on voulait le faire plus tôt, etc. Mais parfois c'est pas forcément simple de le faire. Voilà, cette année on démarre avec une équipe de filles, en espérant que ça va s'agrandir. On fait aussi un petit peu de futsal parce que c'est aussi des choses qu'on voit aujourd'hui, puisqu'on a gagné l'an dernier la finale de Coupe des Yvelines de futsal avec nos joueurs des U15. C'est des petites choses qu'on commence à faire comme ça. Alors après, on voit ce qu'on peut faire humainement et financièrement. Mais on a ce projet-là qu'on remet à jour régulièrement. Alors ce qu'on a vu dans 4 ans, c'est peut-être pas forcément ce qui va se passer, mais après
on l'adapte en fonction de ce qu'on fait. Un mot sur les partenaires externes fidèles à l'OFCM qui aident en partie au succès actuel. Pouvez-vous les citer, les grands partenaires? On a déjà la mairie des Mureaux, en tout premier lieu. Puis on a Direct Calédonie, Laurent Pommier, Istanbul, Boucherie, Etanco, T2I Service et dernier, on a STEM, la société STEM. Ça aussi, c'est des entreprises majoritairement locales. Non, pas vraiment. Pas vraiment. Comment devient-on soutien de l'OFCM? On vous contacte, un site internet, une adresse email et on prend rendez-vous avec vous pour dire comment on peut vous soutenir, je suppose. Oui, mais sinon, au départ, on démarche directement les entreprises. Après, on leur remet une plaquette. Et sinon, c'est vrai qu'on a été contacté aussi par le biais de notre site internet. Et comme on a la chance aussi maintenant de mettre des affiches, des rencontres, des affiches de matchs qu'on affiche dans les commerces, dans différents commerces. Et des fois, comme je vous dis, on a été contacté par le biais, soit par le biais du site, ou c'est nous-mêmes, je veux dire, les dirigeants du club qui allons démarcher directement les entreprises. Voilà, et ça marche bien comme ça. Et plus l'importance, les valeurs du club sont solides, plus ça fidélise les partenaires. On voit qu'on peut s'engager sur le long terme et pas uniquement faire un one-shot. C'est ça aussi qui est important. Oui, bien sûr. De toute façon, je veux dire, quand le projet, là aujourd'hui, on voit que l'OFCM, je veux dire, grandit même par le biais des résultats et sa structuration. Ce qui permet aux partenaires qui sont déjà avec nous, bien entendu, je veux dire, c'est comme tout. Les gens voient qu'on a un soutien, je veux dire, depuis 3-4 ans de certains partenaires. Après, ils s'intéressent automatiquement aux objectifs, et je veux dire aux objectifs du club, le projet du club. Puis après, ça les intéresse de venir nous rejoindre pour nous donner un coup de main déjà, puisque je veux dire, ça, aujourd'hui, en espérant atteindre un niveau national, de toute façon, on a besoin d'avoir des partenaires financiers pour pouvoir justement ambitionner de passer au niveau national. Voilà. Et ça passe à travers le football, à travers les valeurs éducatives du football, la formation. Un centre de préformation est également la clé de voûte au sein de l'UFCM. C'est une structure où 20 joueurs U13, U12 perfectionnent leur football et bénéficient d'aide aux devoirs durant la semaine. Depuis quand ce centre est en place? Pourquoi l'avez-vous mis en place? Il est en place depuis déjà 8 ans. Je pense que vu le potentiel qu'on a, je veux dire, au niveau des gamins, parce qu'on a quand même, faut le dire, on a quand même des gamins de talent au sein de l'OFCM. Et on a déjà eu des expériences avec des joueurs qui ont eu la chance d'essayer de rentrer dans des centres de formation. Mais des fois, je veux dire, au niveau nous, comme on sait qu'au niveau comportement, des fois, les gamins, ils étaient un peu livrés à eux-mêmes. Et à ce niveau-là, on a essayé de mettre un centre de préfo pour essayer de leur tendre, on va aller vers une amélioration déjà au niveau scolaire qui est un suivi. Le comportement culturel, je veux dire, du gamin, parce que c'est vrai que, comme je vous dis, on est dans un club, je veux dire, dans une région où les gamins ils sont un peu livrés à eux, quoi. Et là, il faut aussi pouvoir avoir aussi un peu un rôle éducatif, même si on sait que c'est avant tout pour le football, mais on a aussi un rôle éducatif. Et là, ce que je veux dire, c'est important de leur apprendre certaines règles de la vie et du comportement. Et du vivre ensemble. Ouais, voilà. À travers cette structure de préformation, on propose aussi des sorties culturelles et ludiques, des interventions extérieures pour une meilleure culture, des rencontres sportives et un partenariat avec le Stade Malherbe de Caen. Oui, on leur propose des sorties.
Des fois, ils vont au musée, ils vont faire des musées. Ça peut être, bon, des fois, des petites sorties. On les a envoyés, des fois, faire des parcs d'attractions, je veux dire. Mais sinon, en général, oui, on essaye de les faire sortir un peu, je veux dire, de leur routine quotidienne, pardon, excusez-moi. Et après, notre partenariat avec Stade Malherbe de Caen, oui, on est en partenariat avec eux depuis 7 ans maintenant, 7 ans. Ce partenariat, justement, nous permet aussi, je veux dire, déjà, comme on est maintenant, on a d'être en relation avec le club professionnel, de pouvoir après orienter nos meilleurs joueurs vers le Stade Malherbe de Caen. Puis après, je veux dire, ce partenariat-là aussi nous aide aussi pour le développement de notre club. Puisque, je veux dire, aujourd'hui, c'est pas tout le monde qui est partenaire d'un club pro. Et ça, c'est vrai que à ce niveau-là, on a la chance aujourd'hui de pouvoir s'appuyer sur ce club-là, pour justement nous apporter tout leur vécu et tout leur professionnalisme. Et qui après, nous, on essaie aussi un peu de l'inculquer à nos jeunes et pour pouvoir leur faire déjà goûter les premiers prémices d'un centre de formation, puisqu'on a la chance en même temps avec ce partenariat de les emmener sur Caen pour qu'ils puissent voir un peu le fonctionnement d'un centre, ce qu'on demande aux gamins quand ils l'intègrent, permet justement, comme je vous disais, de les mettre directement devant le je veux dire, j'ai pas de mots là. Et ça permet en tout cas de réduire le clivage foot amateur, foot professionnel. C'est le même football qui se joue et on sent que le football professionnel repense à des vertus un peu plus humaines. C'est ça. Et pas uniquement une sensibilité ultra financière comme on peut le voir décrié parfois. On sent que cette image, ce clivage peut être exagéré. C'est surtout avec Caen où on a eu, parce que ça reste un club très familial, professionnel mais familial. C'est toujours agréable d'aller là-bas. Et c'est vrai que ça nous permet. Ils ont aussi des valeurs où les enfants sont importants. Il faut savoir quand même que chaque saison, c'est 30 enfants qui rentrent dans le centre de formation de Caen. À la fin, c'est 2 ou 3 parents qui signent des contrats professionnels. Donc les autres ne sont pas professionnels. Donc les enfants après jouent sûrement au niveau CFA, peut-être national, mais ne sont pas forcément professionnels. Donc il faut quand même qu'ils aient un minimum scolaire, il faut quand même qu'il y ait un minimum de vie, donc c'est pas toujours facile. Est-ce que l'OFCM a une politique de détection également chez les jeunes ? Est-ce que vous avez des jeunes qui viennent vers vous par exemple pour demander une inscription au centre de préformation ? Oui, de plus en plus. C'est vrai que d'abord de jouer, toutes les équipes jeunes sont en ligue, donc forcément c'est le meilleur niveau de la région. Donc les enfants se disent, pour tenter ma chance, de toute façon il faut savoir que les recruteurs viennent voir les joueurs au niveau ligue, ne regardent pas en dessous. Et même un joueur bien meilleur en district, bien souvent il n'est pas forcément pris parce qu'il joue contre des joueurs qui sont moins forts que lui. Donc c'est pas facile de l'étalonner. Et de façon générale, pour terminer, quels sont vos critères en la matière pour recruter des jeunes ? Alors là, c'est purement footballistique. C'est la façon de jouer, la façon de voir le jeu, la façon de se comporter sur un terrain. Si c'est un joueur qui entraîne les joueurs vers le haut, ou si c'est quelqu'un qui est plus bougon, c'est plus difficile. Mais bon, il y a tout, le caractère, d'abord les qualités techniques, de toute façon c'est important. Est-ce qu'on regarde aussi les qualités physiques ou c'est encore trop jeune pour juger ? Nous, on n'est pas, on regarde pas, on cherche pas forcément que des très grands joueurs costauds, forts. C'est pas notre politique parce que ça peut nous faire gagner des matchs parce qu'ils sont plus grands que les autres, mais c'est pas forcément très très bon au niveau football. Et est-ce qu'on recherche quelqu'un qui sent le football, qui vit football tous les jours au quotidien, ou pourquoi pas prendre quelqu'un qui a du talent, qui a une aptitude au football naturellement, mais qui ne pense pas que football. Parce que
voilà, ça peut rentrer aussi dans le cadre de la préformation. On voit que la culture et l'éducation, la discipline, le respect, c'est des valeurs qu'il ne faut pas galvauder. C'est vrai. Non, c'est vrai que là-dessus, non. On préfère un joueur qui est, je veux dire, qui n'est pas qui base pas tout sur le football, puisque aujourd'hui, on sait très bien que c'est l'école qui est prioritaire, hein, l'école avant le football quand même. Après, de toute façon, je vous dis, si vous prenez un garçon qui a que l'esprit de football, à un moment donné, je veux dire, je veux dire, par rapport à différents choix ou ça peut justement après peut-être le perdre au football, parce que je veux dire, quand il n'a pas un autre je veux dire, souci d'évasion, je veux dire, que ça soit par l'école ou par la culture ou par la musique, ou tu peux pas, je veux dire, moi je pense, hein, c'est on perd un équilibre. On perd un équilibre, après c'est pas bon pour le petit. Ça marche aussi pour la radio, quelqu'un qui fait trop de radio, ça peut être dangereux. Mais vous pouvez écouter RVVS, il est 14h sur RVVS, on va écouter Route des Hommes, samedi 5 octobre à partir de 14h, c'est Route des Hommes qui propose une émission consacrée aux étudiants au service des prisonniers. Ça aussi, c'est important. Le 5 octobre, à partir de 15h, le Téléthon, le lancement du Téléthon sur RVVS, c'est à partir de 15h aujourd'hui. Il faut l'écouter. Jean-Jacques Demézières, le coordinateur Yveline Ouest sera présent notamment. On va parler du parrain du Téléthon également. Guillaume, une émission de semaine. Alors, une émission de semaine, vous pouvez écouter le lundi de 20h à 23h, Killer on the Loose. Alors là, il faut être métalleux pour aimer cette émission. Merci à vous, c'était un plaisir de vous recevoir pour parler de l'OFCM, ce club de foot dont on voit fleurir régulièrement les affiches, mais la radio voulait vous donner la voix pour évoquer ce club, le présenter et rappeler qu'il ne faut pas penser qu'au football.